Bonjour chers stagiaires, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 9 qui va porter sur la configuration de protocole SSH. Premièrement, c'est quoi l'accès distant? Donc l'accès distant, ce sont des méthodes qui permettent depuis un ordinateur éloigné, c'est-à-dire à distance, de prendre le contrôle d'un autre ordinateur en affichant l'écran de celui-ci ou en manipulant les fonctions correspondant au clavier et à la souris. C'est-à-dire on prend le contrôle d'un ordinateur distant, que ce soit pour configuration, que ce soit pour partage d'écran, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, la méthode utilisée dans ce cours, elle fait partie des méthodes d'accès distant. Donc on travaille de e-learning ou bien la formation à distance, etc. Donc on est en train de travailler avec l'accès distant. Les types de protocoles. Les types de protocoles d'accès distant. Donc, on a les protocoles ou bien la liste Telnet, Airlogin, RSH. Donc, ce sont des protocoles moins sécurisés. Ce sont des protocoles moins sécurisés. Pourquoi? Parce que tout simplement, la transmission de l'information est passée en clair. C'est-à-dire, il n'y a pas un système de cryptage permettant de sécuriser le transfert. Le deuxième type de protocole, c'est SSH. C'est un protocole sécurisé parce que l'information elle est cryptée avant sa transmission. La première partie, on va voir la configuration de protocole Telnet. Donc, les packages utilisés ou bien nécessaires pour l'installation, on a besoin de deux packages. Donc, côté serveur, Telnet Server, côté client, Telnet tout court. Donc, on va installer Telnet Server côté serveur et Telnet côté client. Nous allons démarrer le service avec systemctl stat. Donc ici, c'est telnet.socket. Et pour tester l'accès, à partir du client, on fait la commande telnet et l'adresse IP de serveur. Donc nous allons utiliser deux machines. Donc machine 1 qui va jouer le rôle de serveur et machine 2 qui va jouer le rôle de client. Donc on accède au package et on lance l'installation avec rpm-ivh telnet server. Voilà, donc l'installation s'est bien passée. Nous allons démarrer le service telnet.socket. Et finalement, pour tester l'accès, nous allons créer un utilisateur user1 et on lui attribue un mot de passe. Donc côté client, donc même principe, nous allons commencer par l'installation du package telnet avec la commande rpm-ivh telnet. Voilà. Et on teste l'accès, donc telnet et l'adresse IP de serveur. Donc, il nous demande de saisir le login et le mot de passe d'un utilisateur existant sur la machine serveur. Et voilà. Donc, on est connecté avec user1 sur la machine M. Donc, pour vérifier, on tape hostname. Normalement, la commande elle est exécutée sur le serveur. Donc, pwd, le chemin actuel du serveur.
on se déconnecte et on tape la commande hostname. Vous voyez que la machine actuelle, c'est M2. Voilà, donc c'est tout concernant la première partie de configuration de Telnet. Donc arrivons maintenant à la configuration de SSH. Dans la configuration de SSH, le package à installer, c'est OpenSSH Server côté serveur et OpenSSH client côté client. Donc par défaut, les packages ils sont déjà installés. Donc on n'a pas besoin d'installer des packages parce que ils sont déjà installés. Le fichier de configuration de protocole SSH, c'est /etc/ssh/sshd config. Donc, ce fichier, il va contenir l'ensemble de configurations de SSH. Dans SSH, on peut procéder à l'authentification par deux manières possibles, soit authentification par mot de passe ou bien authentification par des clés. Donc, authentification par mot de passe ou bien authentification par des clés de cryptage. Donc, l'authentification par mot de passe, pour se connecter, tu vas saisir seulement votre login et votre mot de passe. Par contre, l'authentification par RSA, donc c'est la méthode la plus sécurisée. On doit générer des clés, donc des clés privées et des clés publiques. On commence par la première méthode, authentification par mot de passe. La configuration de l'authentification par mot de passe, les paramètres à configurer. Donc, premièrement, le port 22, c'est le port de SSH. Listen address, donc on attribue l'adresse de serveur, donc c'est l'adresse d'écoute. Permit root login, donc c'est un paramètre qui permet d'autoriser l'accès par compte root. Parce que normalement et par défaut, le compte root n'est pas autorisé, on n'est pas autorisé à se connecter avec le compte root via SSH pour des raisons de sécurité. Donc si tu veux autoriser le compte root à se connecter, donc tu dois configurer ce paramètre sur Yes. Et finalement, toujours l'authentification par mot de passe, on doit enlever le commentaire sur ce paramètre. Password Authentication Yes. Donc c'est pour activer l'authentification par mot de passe. Donc restent les deux autres paramètres, ces deux paramètres. Donc ces deux paramètres en relation avec le deuxième type d'authentification. Donc l'authentification par mot de passe, on doit enlever le commentaire sur le paramètre Password Authentication Yes. Donc une fois c'est fait, on enregistre notre configuration, on démarre le service avec la commande Restart SSHD et pour tester l'accès, on fait la commande SSH, le nom d'utilisateur, @ l'adresse IP de serveur. Donc passons maintenant la démonstration. Donc on installe les packages, ou bien on vérifie l'existence des packages parce qu'on a dit tout à l'heure que les packages sont par défaut installés. On accède au fichier de configuration /etc/ssh/sshd config. Donc nous cherchons les paramètres présentés tout à l'heure. Donc le port, on enlève le commentaire. Listen address, on saisit l'adresse IP de serveur. Donc permit root login si tu veux permettre l'accès par le compte root. Et finalement, on cherche Password Authentication Yes. Donc permet d'activer le premier mode d'authentification par mot de passe. Donc on enregistre notre configuration. On démarre le service SSHD.
Donc, on se connecte avec l'utilisateur user1. Voilà. Donc, côté client, on crée un deuxième utilisateur, donc user2. On lui attribue un mot de passe. On se connecte avec user2. Et voilà, donc on essaye de tester la connexion. Donc SSH, on se connecte avec user1 vers le serveur. Donc on confirme la demande de connexion avec yes. Donc on saisit le mot de passe de l'utilisateur user1 et voilà, on est connecté. Donc pour vérifier, on est sur la machine M1. Très bien. Donc la deuxième méthode d'authentification, c'est l'authentification par clé. Donc ici, on doit générer deux paires de clés, clé publique et clé privée. Dans le fichier de configuration, pour activer cette méthode d'authentification, on enlève le commentaire sur PubKey Authentication et Authorized Keys File. Donc on enlève le commentaire. Donc on enlève le commentaire ici et ici. Donc l'étape suivante, c'est la génération des clés. Chaque utilisateur doit avoir les deux clés, publique et privée. Chaque utilisateur doit avoir les deux paires de clés, publiques et privées. Donc, pour générer les clés, la commande à utiliser, c'est ssh-kgen-t-rsa. Ça va demander un passphrase. Donc, c'est un mot de passe qui permet de protéger la clé privée. Donc, parce que la clé privée est confidentielle. Donc, on doit la protéger avec un mot de passe. Donc, si l'opération passe bien, donc vous trouverez la génération de deux fichiers. Le premier fichier, c'est IDRSA, c'est la clé privée. Et le deuxième fichier, c'est idrsa.pub. Donc, ça, c'est la clé privée et ça, c'est la clé publique. Donc, dans le fichier, dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur connecté, dans le répertoire .ssh, on va trouver la génération de deux paires de clés. Donc, clé privée et clé publique. Donc, la clé publique, il sert à crypter. La clé publique, il est utilisé pour le cryptage. Donc, il sert à crypter. La clé privée, il sert à décrypter. C'est clair? Donc, pour bien comprendre ça, donc nous allons tracer deux machines. Donc, ça, c'est la machine serveur. Et ça, c'est la machine. Donc, ça, c'est le serveur. Et ça, c'est la machine cliente. Bon, par exemple, si je dispose ici d'un fichier chez le client, donc file. Donc, la première étape, le serveur doit générer les deux paires de clés. Donc, il doit générer ID RSA. Donc, c'est la clé privée. Il doit générer deuxième clé ID RSA.pub. Ça, c'est la clé publique.
Donc, la clé IDRSA, c'est confidentiel. Donc, elle doit rester localement chez le serveur. Donc, c'est confidentiel, il est protégé par un mot de passe, etc. La clé publique, c'est une clé publique. Donc, elle doit être partagée avec les clients. Donc, normalement, cette clé, elle va être envoyée vers le client. Donc, comment l'envoyer? Vous pouvez choisir la méthode qui vous plaît. D'accord? Donc, la méthode utilisée FluTP, c'est SSH Copy ID. Donc, là, on utilise le SSH Copy ID. C'est une commande qui permet de transférer la clé. Donc, une fois la clé elle est récupérée, bien, elle est enregistrée chez le client. Donc, normalement, on va trouver ici ID RSA. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le client va mélanger ou bien va crypter le fichier en utilisant la clé publique de serveur. Il va générer un fichier file, mais ce fichier, il est crypté. D'accord? Donc, la clé publique, il sert à crypter le fichier. Donc, ça, c'est le résultat de cryptage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer le fichier vers le serveur. Donc, en utilisant le fichier file crypté plus ID RSA, c'est-à-dire la clé privée, on va retrouver notre fichier original qui est le fichier file. C'est clair? Donc, pour l'échange des clés, donc, on utilise la commande SSH copy ID -i et le chemin de la clé publique vers l'utilisateur client et l'adresse IP de la machine cliente. Bien, donc ensuite, l'IDRSA, on a dit que c'est la clé privée, IDRSA pub, c'est la clé publique. Le fichier authorized keys, donc il permet de contenir l'ensemble des clés publiques des clients distants. Donc on a dit tout à l'heure que la clé publique doit être envoyée vers les clients. Donc le client, il va stocker les clés publiques de serveur dans ce fichier-là. Donc, known hosts, donc c'est la liste des fingerprints ou bien des empreintes digitales que le client tient à jour. Ça lui permet de se souvenir de l'identité du serveur et de vous avertir si un jour votre serveur est remplacé par un autre. Known hosts, il contient la liste des adresses IP des machines de confiance. Donc, chaque machine avec qui on a établi une connexion SSH, son adresse est ajoutée automatiquement dans la liste des adresses IP de confiance dans le fichier known hosts. La dernière partie, donc, vous allez voir par la suite que à chaque fois on veut connecter avec le SSH et à chaque fois on utilise la clé privée, ça va demander le mot de passe, bien le passphrase. Donc, pour éviter de taper le mot de passe à chaque fois, on peut configurer l'authentification sans mot de passe. Donc, on utilise un agent SSH agent. Cet agent, c'est un programme qui tourne en arrière-plan. Le rôle d'ILO, c'est de surpasser l'étape de l'attribution de mot de passe. Donc, l'agent, on lui donne le passphrase de la clé privée. Et voilà, donc l'authentification passe directement, donc sans être besoin de saisir à chaque fois le mot de passe. Donc, 3 commandes à saisir, exec SSH agent batch
Eval SSH agent moins S, donc permet de lancer l'agent SSH. Et SSH add permet de donner la clé privée, le mot de passe de la clé privée. Donc pour arrêter le SSH agent, on fait la commande SSH moins agent moins K. Pour passer à la démonstration, on modifie le fichier de configuration. Donc on désactive l'authentification par mot de passe. On ajoute le commentaire au début. Et on active l'authentification par clé RSA. Donc Authorized Keys File et PubKey Authentication. Yes. Voilà. Donc on enregistre notre configuration. Et on démarre le service SSHD. Donc on se connecte avec user 1 pour pouvoir générer les clés de l'utilisateur user 1. Donc on fait la commande SSH-K gen -T RSA. Donc ça permet de générer les deux paires de clés privées et publiques dans le chemin suivant. On confirme. Voilà, il nous demande de saisir le passphrase pour protéger la clé privée. Voilà. Donc nous allons accéder le répertoire caché créé tout à l'heure, donc .ssh. Et voilà, donc vous trouvez la création des deux paires de clés privées et publiques. Donc l'étape suivante consiste à envoyer la clé publique vers le client en utilisant la commande SSH copy ID -i, le chemin de la clé publique et l'utilisateur arrobas l'adresse de client. Donc on confirme et on saisit l'adresse ou bien le mot de passe de l'utilisateur user2. Donc pour pouvoir stocker la clé dans sa machine. Vous voyez que la clé elle est ajoutée avec succès. Et pour tester, il nous demande de saisir la commande SSH user2 arrobas l'adresse de client. Donc SSH user2 arrobas 192.168.1.2. Donc il nous demande le mot de passe de la clé privée. Et voilà, donc on est connecté. Donc sur la machine cliente, on va procéder de la même manière. Donc on génère les deux paires de clés.
Voilà. Et vous allez trouver la création de deux fichiers. Donc le fichier authorized case et known hosts. Donc le contenu du fichier authorized keys, il contient la clé publique de l'utilisateur user1 de la machine M1. Et dans le fichier known hosts, il va contenir l'adresse IP de serveur. Donc comme une machine de confiance. Donc de la même façon, on va transférer la clé publique de la machine M2 vers la machine M1. Voilà, donc la clé est transférée. On se connecte avec l'utilisateur user1 sur le serveur. On saisit le passphrase et voilà, on est connecté sur le serveur. Donc, bien sûr, sur le serveur, vous allez voir la création des deux fichiers authorized keys et known hosts. Donc, dans la même manière, authorized keys va contenir les informations ou bien la clé publique de l'utilisateur user2 sur la machine M2 et known hosts va contenir tout simplement l'empreinte digitale de la machine 1, 2. Donc, à présent, vous pouvez constater que à chaque connexion faite par SSH, il nous demande le passphrase, le mot de passe. Vous voyez? Donc, pour éviter de saisir à chaque fois le passphrase, on doit lancer l'agent SSH. Donc, l'agent SSH, on lui configure avec le passphrase de la clé privée. Il va surpasser l'étape de saisie de mot de passe. Donc, les trois commandes à saisir, exec ssh agent batch, eval ssh agent -s, donc ça permet de lancer le processus ssh ou bien ssh agent en arrière-plan. Et finalement, ssh-add, c'est pour donner le passphrase de la clé privée. Donc, si on teste maintenant la connexion, donc vous voyez bien qu'on est connecté sans être obligé de saisir le mot de passe. Donc, si on veut arrêter l'agent, on fait la commande "-k". Donc, ssh agent "-k". La commande permet de tuer le processus ssh agent. Donc, si on essaie de se reconnecter, donc bien évidemment, il va nous demander le passphrase. Donc, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.